Donc, pour cette intervention intitulée de Marcel Duchamp aux entreprises critiques, chèque en bois, société fictive et libération de capital artistique, j'évoquerai trois temps issus du parcours de Marcel Duchamp. Le premier concerne la création d'un chèque. Euh, alors, voilà. La création d'un chèque. Euh, la création d'un chèque en 1919, la société fictive Société de responsabilité et d'emprunt consolidé pour les dents, que j'ai évoqué lors de mon introduction de mardi et qui a également été cité par notre amie Isabelle de Maison Rouge lors de son intervention. L'émission de ce chèque répondait à une nécessité de la vie quotidienne de l'artiste. En 1919, à court d'argent, Marcel Duchamp propose à son dentiste Daniel Sank, collectionneur par ailleurs, de lui payer la consultation avec un chèque qu'il réalise entièrement lui-même à la main, validé par un coup de tampon original. Ce chèque ressemble à tous les autres chèques de cette époque. On assiste ici à une forme singulière de ready-made. Alors, tout le monde sait que le ready-made est un concept fondateur et le concept fondateur de l'œuvre de Marcel Duchamp qui montre qu'un objet déjà manufacturé, placé dans un contexte différent, prend une nouvelle dimension esthétique. Mais ici, nous avons affaire à une reproduction manuelle d'un élément manufacturé, ce qui entraînera le galeriste Arthur Roth-Schwartz à qualifier cette œuvre de ready-made rectifié. Toujours en me référant à Duchamp, j'évoquerai également la co-création de Société Anonyme Incorporation, dont Duchamp fut un des fondateurs en 1920 avec Catherine Dreyer et Man Ray. Ici, l'artiste met en abîme le nom de Société Anonyme. Cette société, instituée en véritable société inscrite au registre du commerce, a eu pour objet de parrainer des conférences, des concerts, des publications et des expositions d'art moderne, dont l'exposition internationale d'art moderne au musée de Brooklyn en 1926, par exemple. Et entre 1920 et 1940, cette société a tenu 80 expositions illustrant l'art essentiellement abstrait et donc s'inscrivant réellement dans son temps et dans l'activité artistique américaine new-yorkaise. Il y a également un troisième temps que j'aimerais citer, c'est celui des obligations de 1925 libérées au casino de Monte-Carlo. Chacune de ces obligations portait la signature de Marcel Duchamp et celle d'un pseudonyme, Recé la vie. L'artiste lie cet acte à une réflexion sur le jeu et le hasard et il se place de facto au centre de la roulette du casino et tente, sans grand succès, de vendre ses obligations de 500 francs. Pour se constituer un capital, il décida d'émettre des bons de 500 francs à intérêt de 20%. 30 bons furent imprimés, exhibant l'image d'un Duchamp aux allures de petit diable et aux oreilles démesurées, portraituré par son ami Man Ray, la face enduite de mousse à raser. Au vu de ces trois œuvres, on peut envisager que le regard contemporain de l'artiste sur l'argent nécessite un ancrage dans le réel. Comme nous venons de le constater pour Gilles Mahé juste à l'instant, et pour reprendre Thierry de Duve dans Nominalisme pictural, la fonction de vérité de l'art ne consiste pas à faire advenir une vérité ou un contenu de connaissance au seuil d'une thématisation quelconque, mais elle conduit elle-même au seuil d'une nomination où ce qu'elle nomme n'est autre que sa fonction nommante, ce qui implique une réflexion sur le potentiel agissant de l'œuvre elle-même. L'artiste, en s'instituant acteur privilégié de la création de capital, se donne un pouvoir et une amplitude suffisante pour exister et se développer en amalgamant la notion de marché au plus profond de lui. Effectuons un retour dans le temps et évoquons un autre Marcel, cette fois-ci Marcel L'Herbier, cinéaste qui a traversé le XXe siècle et ses mutations. Rappelons que L'Herbier s'est illustré comme l'un des précurseurs de ce qu'on appelait à l'époque déjà la nouvelle vague et qu'il fut l'animateur et le chef de file de cette nouvelle vague qui surgit des années de guerre de 1914-18, révélant des cinéastes comme Abel Gance, Germaine Dulac et Louis Deluc, suivi de René Clair, Claude Autant-Lara, Henri Chaumette, Jean Cocteau, Jacques Catelin, tous issus de familles bourgeoises et fortunées, tous dotés d'une excellente culture universitaire, tous littérateurs, raffinés, esthètes et en ce domaine héritiers de concepts artistiques du 19e siècle et profondément parnassiens. Ces jeunes gens, venus de l'école des beaux-arts et de l'université, virent surtout dans le 7e art un champ d'application pour leurs théories esthétiques. La guerre toute récente ne les avait pas affectés et épris d'émancipation, ils étaient non seulement en position de récuser leurs valeurs bourgeoises, mais également d'emprunter des cheminements pacifistes.
L'argent est un film marquant dans la carrière de L'Herbier, car c'est en quelque sorte son tout dernier film, film muet, au moment précis où les films parlants apparaissent. L'argent est une tentative de l'artiste de s'appuyer sur le naturalisme en adaptant le roman L'argent d'Émile Zola de 1891, et ce qui sera un échec cuisant qui marquera la fin de la liberté pour l'artiste. Remontons un instant à Zola, qui, pour constituer le document et le dossier préparatoire de son roman, donc L'Argent, l'un des plus importants de la série, non, pardon, pas L'Argent, mais de ses romans, un des plus importants de la série des Rougon-Macquart, dont l'arbre généalogique réalisé par l'auteur est ici visible, lui visiter la bourse et dressa des plans des lieux et du quartier, que voici. Il consulta les ouvrages techniques, fit appel à des spécialistes, des questions financières, compulsa de nombreuses encyclopédies dans ce domaine et s'intéressa aux nouvelles théories du travail et du capital, notamment celle de Karl Marx. Le héros dans son roman, L'argent, donc s'appelle Aristide Saccar, frère du ministre Eugène Rougon, et qu'on avait déjà vu amasser une fortune colossale dans la Curée en 1871. Après une succession de mauvaises affaires, il doit repartir de zéro, mais son ambition est demeurée intacte. Il vend sa luxueuse propriété du parc Monceau afin de régler ses créances et puis loue 2 étages d'un hôtel particulier à Paris où il installe la Banque universelle, destinée à financer des projets de mise en valeur du Moyen-Orient. Tout est fait pour attirer les petits et moyens épargnants auxquels on promet des gains faciles et rapides. Les communiqués et articles de presse, les rumeurs savamment dosées font s'envoler les titres de la société et Saccar se retrouve à nouveau au sommet de sa gloire et de sa puissance. Mais son système finira par s'effondrer car il ne cesse d'acheter ses propres actions. Cette figure, explorée par Zola, convoque pleinement le naturalisme et les mécanismes de la critique artiste. Ce regard artistique sur le monde financier est remarquable et dépeint à travers cette fiction sur nature le monde de la bourse et une forme de psychologie de la dépendance humaine à l'argent. Le romancier s'est du reste principalement inspiré d'un délit d'initié ayant eu lieu 7 ans plus tôt lors du krach de l'Union générale de 1881-82, à l'issue duquel le banquier Eugène Bontou fut condamné à 5 ans de prison et ruiné par la baisse des actions de sa banque qu'il avait achetées en masse en infraction à la loi de 1856 des sociétés. Dans ce roman, Émile Zola fait aussi référence à la bataille de Sadowa de 1866, une guerre austro-prussienne qui déclencha d'un nom d'ailleurs tchèque, qui déclencha une guerre austro-prussienne, qui déclencha de forts mouvements spéculatifs. La critique artiste a une histoire qui remonte donc au 19e siècle et une époque où l'artiste acquiert une forme de reconnaissance de son statut par la société. Si elle n'est pas à l'époque une critique sociale de son temps, elle réagit au désenchantement, à l'inauthenticité, à l'oppression du monde. Elle met en avant la perte de sens et particulièrement la perte du sens du beau et du grand, qui découle de la standardisation et de la marchandisation généralisée, touchant non seulement les objets quotidiens, mais aussi les œuvres d'art, le mercantilisme culturel de la bourgeoisie et les êtres humains. C'est une notion qui introduit non seulement la question de la liberté pour l'individu, mais aussi de par sa forme et son discours, des actes en convergence avec cette même critique. Elle porte en elle un souffle de jeunesse, un désir de vivre, une exigence spirituelle, un refus de l'autorité. J'entends penser ce qui va suivre en tant que bifurcation naturaliste, adaptée à un temps donné, plutôt qu'en tant que posture, voire imposture artistique. Ainsi, j'ai souhaité mentionner cette éventuelle convergence entre le point d'ironie de l'artiste et des situations qui l'amènent parfois à évoquer l'argent comme le détourner. Partons du postulat que la critique artiste s'immisce parfois lorsque l'artiste convoque l'argent. Pas toujours, mais parfois. Hein, parfois. À l'époque que nous vivons, une réflexion sur l'argent, à travers le regard anticipateur de l'artiste sur une éventuelle économie réinventée pour la société, passerait avant tout par l'affranchissement du simple acte de détournement d'un chèque, comme nous le constatons ici à travers ces détournements recouvrants. La fonction critique de l'artiste dépasserait aussi la simple énumération, à l'image de cette œuvre. Alors là, c'est la fonction recouvrante. Je vous montre quelques chèques de Curtis Anderson, Georg Herold, Georg Batlys, Daniel Blow.
Voilà, des chèques qui ont été montrés dans le cadre d'expositions qui ont plutôt été émergées dans les années 80-90. Vous avez ici donc une œuvre de Claude Klossky également, qui s'intitule Plus de 300 petits prix, 1990. Donc cette fonction critique de l'art dépasserait peut-être ce type d'œuvre, même si ces œuvres, évidemment, requièrent à certains moments un regard critique pour pleinement être comprises. De la même manière d'ailleurs que cette œuvre d'Andy Warhol, $4 Signs de 1981. En effet, car l'idée de cette fonction critique, euh, donc à l'époque que nous vivons, serait pour moi beaucoup plus proche de ce qui a été évoqué tout à l'heure par Sophie Kra. D'ailleurs, l'idée qui serait beaucoup plus de concevoir l'œuvre comme passerelle d'initiation à la transformation à l'image des zones de sensibilité picturale d'immatérialité d'Yves Klein, 1959-1962, qui facilite la sensibilité et la persistance d'une énergie artistique radicale, donc peut-être pure énergie, hein, comme disait hier Martial, puisqu'elle prône par un rituel complexe à base de feuilles d'or, réalisées sur les bords de Seine, la valeur immatérielle de l'œuvre, ainsi que la disparition de toute trace d'elle dans le même temps. Donc là, on n'a plus le problème de la marchandisation de l'œuvre, a priori, d'après ce processus. Je cite Yves Klein. Je devais arriver dans mon évolution à une architecture de l'air, parce que seulement là, je peux enfin produire et stabiliser la sensibilité picturale et l'état matière première. Donc ça, je cite Yves Klein dans sa conférence de la Sorbonne du 3 juin 59. Je rappelle et je précise que le 3 juin 2021, exactement jour pour jour après cette conférence d'Yves Klein, nous réaliserons une journée d'études sur l'immatérialité dans notre séminaire Art et mathématiques. Je repasse à mon texte. Ici, l'énergie artistique atteint la vitesse de la lumière, tout en devenant invisible. Toutefois, seul le commanditaire est en capacité de recevoir cette énergie après l'avoir acquise, puis l'avoir laissée volontairement disparaître dans la scène. Toutefois, ce précepte dépassé, l'absence de toute matérialité procure à l'œuvre une valeur exceptionnellement illimitée. En mai 68, la critique artiste se réactive en se rapprochant autant de discours de Marx, de Freud, de Nietzsche, que ceux du surréalisme et de l'international situationniste. Depuis les années 70, elle a réapparu au travers de nouvelles formes de création. Cette réapparition n'est pas du au hasard. En effet, le néo-management reprend à son compte les revendications jadis portées par la critique artiste afin de se revêtir d'une aura d'authenticité et de liberté, tout en laissant de côté les arguments sociaux tels que l'égoïsme et les inégalités. Rien d'étonnant à voir en parallèle de la nouvelle stratégie néolibérale se construire une nouvelle génération de structures empruntant généreusement les thèses de la critique artiste et l'incarnant à nouveau dans le même temps. Pour les artistes sensibilisés à la dimension critique de l'art, une configuration frontale ne peut être envisagée. Il n'y a que par l'ironie et le mode de l'infiltration que l'art s'adapte en profondeur à son environnement. Il ne peut être utilisé comme outil ou stratégie de production et de diffusion que si le niveau de réalisation de l'artiste s'incarne en autre chose que l'artiste lui-même. L'entreprise artiste, un relais idéologique porteur de sens et mobilisateur tant au niveau de la critique artiste que de la critique sociale, à l'image de la Anything Company de Ian Baxter Hand. Ici, il y a donc une idée de don, de réception et de redistribution de cette énergie qui finalement rejoint les théories d'Édouard Glissant, dont vous voyez un des diagrammes dans son dernier ouvrage, l'anthologie La poésie du tout monde, où Glissant revendiquait l'art comme démesure la démesure, et notamment donc une proximité où tout le monde. Et cette entreprise artiste, qui finalement a été théorisée largement par de nombreux artistes depuis les années 60, eh bien, a été formalisée quelque peu par la réunion
il y a quelques années, depuis 2006, à travers l'équipe de recherche à Reflux, eh bien, de 250 modèles d'organisation qui ont été identifiés. Si sa lisibilité est particulièrement possible dans le cadre des arts plastiques, elle opère dans tous les champs de l'art, mais également dans tous les domaines de la société, industrie, agriculture, services, culture, associations, commerce, etc. Il convient dès lors de dissocier chacune des propositions artistiques comme autant de choix et de possibilités stratégiques pour l'artiste devenu momentanément ou durablement artiste entrepreneur. En consultant le panorama des entreprises artistes, Artistic Organizations, on se rend compte que l'artiste ne rationalise pas son geste ni son intention, mais au contraire, il sublime une posture en détournant la logique économique. Il s'agit ici d'une action qui tente à augmenter ses potentialités et son rayonnement direct et indirect, lui conférant parfois une dimension critique, d'autant plus lorsqu'elle atteint la démesure, ce qu'il incarne en entreprise critique. Les entreprises artistes suivantes font partie de l'inventaire des 250 modèles économiques identifiés par l'équipe de recherche à Reflux depuis 2006. Voilà, vous avez ici Yann Baxter N, qui a incarné à plusieurs reprises des entreprises artistes. Je citerai par exemple la Anything Company, mais évidemment, on pourrait élargir à de nombreuses autres initiatives de cet artiste qui continue de nous étonner. Vous avez par exemple The Collaborative Projects Incorporation, chaque show en mai 88. Vous avez Itoy Corporation, hein, une entreprise artiste coopérative qui non seulement était composée d'un artiste entrepreneur, Zeiss, mais également d'économistes et de personnalités de la société civile. Vous avez Ingold Airlines, incarné par son président, Racing Gold, que nous allons entendre dans quelques instants nous parler de l'envol d'Ingold Airlines, j'imagine. Nous avons Frey International Tanksteel, donc avec Dida Zende, un artiste allemand qui a récupéré bon nombre de stations de gaz à Berlin-Est et qui aujourd'hui les surmultiplie comme lieu de relation. Et je pense qu'il a réussi d'ailleurs à dépasser notre état de Covid latent pour transformer FIT, certainement. La MIC Corporation, qui aujourd'hui n'est plus très active, mais qui est incarnée par eh bien, l'artiste Émeric Luisset, qui d'ailleurs aujourd'hui expose à la Sorbonne Art Gallery, exposition remarquable sur son travail dans la ville d'Alep avec au contact de lieux géopolitiques largement critiques. Nous avons Ibeka avec l'artiste Benjamin Sabatier, hein, qui nous permet de mettre l'art entre les mains de chacun. Voilà, vous avez ici donc un travail aussi très important puisque c'est un travail qui implique un regard social sur le monde et donc implique aussi une artiste que nous suivons depuis longtemps. Vous avez ici Superflex qui transforme des produits et implique donc des éléments de transformation dans ces produits et donc les minimise en les maximisant. R, à l'Agence internationale de remplacement, qui donc vous remplace si vous devez être remplacé parce que vous ne pouvez pas être à un endroit. Donc, ce sont des acteurs. Je crois que ça va toucher comme ça aussi sensibiliser nos amis qui œuvrent plutôt dans le monde du spectacle. Voilà, notamment à travers deux acteurs hein, qui ont décidé, puisqu'ils avaient des problèmes financiers certains, eh bien d'arrondir leur fin de mois et de transformer leurs pratiques à travers ce service. Je m'arrête momentanément sur le cas de Ouest Lumière et sa refondation, voire réactivation. L'instant refondateur de Ouest Lumière reste celui de la période de la destruction de l'ancienne sous-station de Puteaux, 1990-1994. La disparition progressive de ce lieu de travail, essentiel pour la cohésion de l'ancienne maison EDF, me déplaça du jour au lendemain et fit de son actuel président le don d'un capital immatériel que je considère comme infini. Ouest Lumière avait existé industriellement de 1905 à 1946 sous le sceau d'une production et d'une distribution d'énergie électrique excessivement polluante, puis avait disparu littéralement sous la pression de la nationalisation, métamorphosée en une électricité de France, une EDF, qui correspondait à l'élan de la reconstruction de l'après-Deuxième Guerre mondiale.
L'acte de réactivation en 1991, par l'achat du nom de la marque Ouest Lumière à l'INPI et son inscription immédiate dans le capital et le canal artistique, est certainement aujourd'hui l'acte le plus radical de transition énergétique, un véritable acte de refondation qui correspond à une nouvelle phase historique de l'entreprise. Une phase réplicable à souhait si l'on envisage transformer durablement cette planète, redéfinissant ainsi le critère de production et de distribution d'un géant de l'énergie électrique en substituant l'artistique à l'électrique. Cet acte de transformation et de bifurcation radicale redéfinit, renomme, travaille et réactive la matière morte, engage une force de conduction et une force conductrice ouverte à tous, un coefficient de conductibilité imprévu et réappropriable. Les traces tangibles, voire graphiques, du coefficient de conductibilité et ses formes imprévues pourraient éventuellement s'incarner dans le réel de l'action artistique lorsqu'elle est au contact d'un public donné, via la mise en action artistique lorsqu'elle est au contact également de véritables expériences vécues collectivement. Tout d'abord, il y a ce que chacun retire personnellement d'une telle entreprise, puis il y a ce que le groupe est en capacité de mettre en mouvement par friction. D'un point de vue classique, il n'y aurait qu'à considérer les traces matérielles post et ante de ces manifestations. Nous pourrions ainsi nous référer à des schémas, photographies, vidéos et textes portant sur les différents modes de propagation de l'énergie artistique, le A, lors de ces cas précis notamment. D'un autre point de vue, plus magnétique, il s'agirait de définir la façon dont l'EA traverse les individus à la manière d'une onde jusqu'à produire une matière en soi au moment précis de l'avènement de l'œuvre. Ah, on me signale qu'il va falloir bientôt que je conclue. Bifurquer, cela signifie, je cite Bernard Stiegler et le collectif Internation, reconstituer une économie politique réarticulant les savoirs et les pratiques locales avec les circuits macroéconomiques et repenser la territorialité et ses différentes échelles de localité. Développer cette économie de la contribution sur la base d'un revenu contributif décorrélé de l'emploi et revalorisant de le travail comme activité de savoir. Refonder le droit et la comptabilité des États et des entreprises en agençant à travers des démarches d'expérimentation économiques et sociales dans des territoires laboratoires, des économies associatives, coopératives et marchandes, locales réticulées et articulées avec le commerce international, réévaluer la recherche dans l'optique de long terme, dépendamment des intérêts à court terme, des pouvoirs aussi bien politiques qu'économiques, réorienter au service des territoires et de leur coopération les technologies numériques. Et là, vraiment, évidemment, je rends hommage à Bernard Stiegler. Je terminerai cette intervention, pardonnez-moi la longueur de cette réflexion, par l'évocation d'une certaine libération de l'énergie artistique, notamment à travers une tentative récente de définir le concept d'énergie artistique. Lorsque l'on fait l'expérience d'une œuvre d'art, il peut arriver que nous mettions en mouvement notre pensée, que nous accélérions nos connexions neuronales vers une déferlante d'énergie. Sans le savoir, nous augmentons notre potentiel heuristique et créons de la conductibilité et de la compétition à la fois entre ce que nous nommerons les attracteurs, cette interaction qui finalement va entraîner de l'énergie, générer de l'énergie. Au stade expérientiel, l'énergie artistique est de l'énergie physique, mise en mouvement par la pensée. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, il y a une formule célèbre qui lie la masse d'un corps en mouvement à celle d'un corps au repos. Ainsi, la masse d'un corps qui s'approprie et qui se rapproche de la vitesse de la lumière devient infinie. Vous le voyez à travers cette formule. Prenons l'exemple de l'usage de la pensée dans le cadre d'une action qui serait visée, qui a visée artistique. En utilisant une analogie où l'énergie artistique est de l'énergie physique mise en mouvement par la pensée, on obtient la formule selon laquelle la vitesse à laquelle l'énergie physique peut être transformée en énergie artistique croît avec la vitesse d'échange des pensées. Et plus la vitesse d'échange des pensées augmente, plus l'énergie générée par les attracteurs se transforme rapidement en énergie artistique. Si la vitesse à laquelle la pensée et les pensées échangées atteint celle de la lumière, la création d'énergie artistique devient alors infinie. Donc la formule d'Einstein pour la masse d'un corps en mouvement se transforme en la formule Mandel-Thomas, du nom d'Antoine Mandel, professeur en, en mathématiques à l'Université de Paris 1. Donc, cette formule se transforme en cette formule de l'énergie artistique que voici. Et si l'on y ajoute finalement des calia suprasensibles et invisibles réciproques, on atteint cette formule-ci. Je vous remercie.